Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Nous sommes au parc ornithologique du Pont de Gau, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Je suis en compagnie de Frédéric Lamoureux. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous présenter ce parc en généralité. C'est votre grand-père qui l'a créé. Oui. Il y a de cela combien de temps? Écoutez, ça fait plus de 100 ans, puisque la création, ça date de 1949. Mon grand-père, c'était un peu un trappeur camarguais, puisqu'il est arrivé dans les années 40 en Camargue. Et c'était un chasseur, un pêcheur, et c'est un amoureux de la nature. Et il a créé un petit parc fin des années 40. Qui est longtemps resté un parc zoologique. Et puis en fait là, celui qui a insufflé vraiment le souffle de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est mon père, puisque lui a repris ça dans les années 70. Et lui il est naturaliste, c'est-à-dire qu'il a déjà la vocation n'est pas la même. Il arrive à une époque aussi où la prise de conscience au niveau des lois de protection de la nature en France démarre assez fort. C'est 71, c'est la convention Ramsar, donc qui protège les zones humides. Et lui a l'idée de complètement changer la donne, c'est-à-dire qu'on transforme en fait le lieu où on se trouve là, où on chassait dans les années 40, 50, 60, il le transforme en réserve. Et donc il fait circuler des sentiers à l'intérieur pour qu'on puisse voir les oiseaux non plus en volière, mais en nature. Et pas pour les chasser. Et pas pour les chasser, mais pour les observer avec des jumelles ou avec les yeux, puisqu'on les voit d'assez près ici. Voilà. Donc c'est une histoire vraiment familiale, parce que vous êtes le petit-fils. Moi je suis un des responsables, on est plusieurs, hein, mes frangins bossent aussi ici, on est toute une équipe, puisqu'on est 11 à bosser ici, tous amoureux de la nature et amoureux de la Camargue aussi. Donc on essaie nous on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, on essaie de donner un petit peu un esprit encore plus novateur que ce que mon père a fait et continue à faire aujourd'hui encore. Et voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a des échanges de générations. Le parc a évolué comme ça, vraiment des années 40 à un petit parc zoologique, à un espace naturel, et aujourd'hui un grand espace naturel avec beaucoup de vocation pédagogique. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir un lieu où tout le monde peut voir, découvrir, observer, et où on peut nous sensibiliser les gens à la protection de la nature et de la Camargue. Combien d'hectares et combien d'espèces peut-on voir? Alors, en fait, on est sur 60 hectares. Donc, c'est réparti en 3 parties. Hein. Il y a 2 parties qui sont au sud. La petite partie centrale ici, qui est, vous verrez tout à l'heure quand on va balader, c'est la partie vraiment accessible à tout le monde. Hein. On a voulu une partie très très grand public où tout le monde puisse voir des oiseaux de près. L'idée, c'est qu'on chemine et on a les oiseaux vraiment à côté de nous, comme on voit ici. Tout à fait. On a fait circuler en fait des petits sentiers dans les marais. Et l'intérêt majeur, c'est que les oiseaux vont et viennent autour de nous. Et ceux qui sont prisonniers aujourd'hui, ou en tout cas qui sont enfermés aujourd'hui, ce sont plus les oiseaux, c'est nous, puisqu'on ne sort pas des sentiers. Donc ça, c'est ce qu'on a vraiment voulu sur la partie centrale. Après, sur la partie sud, c'est une configuration déjà plus naturelle, entre guillemets, puisqu'on serpente autour d'un marais et non plus à l'intérieur. Et puis après, il y a la grande partie du marais de Ginès, qui est une partie qui fait 50 hectares, où là, on observe les oiseaux à partir d'observatoires sur un grand espace naturel au bord d'un étang. Donc c'est une balade qui est magnifique, mais qui est plus réservée, je dirais, à des gens qui ont plus de temps et qui ont envie de découvrir ça de façon un peu plus lente. Bon justement, on va emprunter le chemin. Écoutez, super, allons-y. On voit beaucoup de flamants roses là à côté de nous. Ouais, là, beaucoup de bruit d'ailleurs. Oui, parce que d'abord, c'est un oiseau qui est sociable, qui est grégaire, donc ils sont tout le temps en groupe, et la communication chez les oiseaux grégaires est très importante. Donc ça permet de maintenir un lien, une cohésion, et donc ils sont tout le temps en train de parler. Et puis là, on a aussi des débuts de parade. Regardez, vous voyez le cou qui tourne comme ça à droite à gauche là. Et là, on est dans ce qu'on appelle aussi les parades nuptiales. Alors, elles n'ont pas réellement démarré ce matin encore. Je pense que fin de matinée, début d'après-midi, elles seront beaucoup plus... Ah, parce que ça a une heure précise en fait. Ouais, en fait, c'est pas une heure précise, mais c'est surtout lié à la lumière. Donc quand la luminosité sera plus forte et que la chaleur sera un peu plus effective, on aura des oiseaux qui vont parader. Et là, c'est la période alors de... Oui, parce que chez beaucoup d'oiseaux, comme les flamands en tout cas, ou les canards, on parade en plein hiver. Le but du jeu, c'est de former son couple assez tôt, c'est-à-dire en décembre, janvier ou février ou plus tard, de façon à pouvoir nicher rapidement. Et là, on voit bien que les oiseaux sont très colorés. Hein. Vous voyez, ce rose est très vif. Voilà. Ils viennent de finir leur mue, c'est-à-dire que les oiseaux font une mue chaque année. Et les flamands, comme les canards, terminent leur mue globalement en novembre-décembre. Et lorsqu'on a un plumage neuf, on est à nouveau à même de pouvoir parader et séduire. Voilà, on voit bien les couleurs. Vous voyez, celui-là là, est très rose. Hein. Et alors la couleur, elle vient d'où? Vous allez nous le dire évidemment. Ouais, on savent pas encore. Déjà, c'est génétique, hein, évidemment. Et puis c'est lié au carotène, c'est lié à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les flamands consomment en fait du plancton, donc principalement du zooplancton. Dans une partie de ce zooplancton, on a des microcrustacés qui s'appellent en fait les Artemia salina,
qui sont très chargés en carotène, hein, qui est un colorant naturel, qu'on va trouver un peu partout. Et certains oiseaux ont la capacité de le fixer. Donc lorsque les flamands ingèrent en fait une grande quantité de carotène, ils vont fixer ce carotène qui va se mélanger au sang évidemment et qui va colorer leurs plumes. En fait on dit que le flamand, comme d'autres oiseaux, fixe le carotène. Elle va durer quelques semaines encore, quelques mois même on peut dire. 2 mois encore. Ouais, globalement la parade nuptiale elle démarre début décembre, hein, dès que la mue est terminée, puis elle va continuer jusqu'à fin février, voire mi-mars, voire plus tard si... tant qu'on n'a pas trouvé un partenaire, puisque les flamands changent de partenaire chaque année, et dans les parades elles ont vocation justement à renouveler les couples. Il faut savoir que les flamands sont des oiseaux qui sont erratiques, qui bougent en fait sur tout le pourtour méditerranéen et qui n'ont aucune fidélité, même à un lieu, même à un site de nidification. Donc ceux qu'on voit ici, on n'est pas obligé de les revoir l'année prochaine. Absolument, c'est-à-dire que là, les flamands que vous voyez là, sur les 1600, 1700 flamands qu'on a aujourd'hui, on peut estimer que la moitié, par exemple, vont aller ailleurs chercher un autre lieu de nidification. Donc une grande partie d'entre eux déjà ne vient pas forcément de Camargue. Hein, dans le lot, on a des oiseaux qui sont nés en Algérie, qui sont nés en Turquie, qui sont nés en Andalousie, qui sont nés en Sardaigne, en Catalogne, voire au nord de l'Italie. Vraiment de tout le pourtour méditerranéen. Et par contre, ils sont totalement inféodés à ce pourtour méditerranéen. C'est-à-dire qu'ils n'iront jamais au-delà. Ça va être le Maghreb, ça va être l'Europe méditerranéenne. Et puis ils iront jamais ni plus au nord ni plus au sud. Et ce qui est intéressant, c'est que là on a un petit groupe de, il y en a encore quelques-uns là. Je sais pas si vous voyez, il y a quelques jeunes. Là, oui, ils sont pas roses. Les tout gris là, hein. Donc il y a les plus petits qui sont des femelles, les plus grands qui sont des mâles. Et ça, ce sont des oiseaux qui sont nés en 2012, hein. Donc qui n'ont pas encore un an. Ah ouais, ils sont tout jeunes. Ils s'envolent à l'âge de 2 mois et demi, 3 mois. Après ils rejoignent des groupes et puis après on va les trouver là ici au milieu. Alors évidemment eux ne paradent pas, ils vont observer et puis dans quelques années ils vont commencer à parler. Et là on a un groupe qui parade, regardez, vous voyez. On a ce petit groupe là. Alors eux quand on les voit avec leur tête qui bouge dans tous les sens. Les ailes qui s'ouvrent comme ça. Alors c'est un début parce que ce sera beaucoup plus actif tout à l'heure. Mais c'est un bon début de parade, voilà. Et alors ils sont comme ça toute la journée là, on les entend? Ils vont comme ça bouger toute la journée, crier toute la journée, puisque vraiment la parade c'est un moment très très important. C'est ce qui va souder un petit peu et remettre la cohésion. Sachant que ces oiseaux-là ont besoin d'avoir une cohésion de groupe très importante. Et est-ce que leur chant change quand justement c'est la parade nuptiale ou c'est le même qu'habituellement? Certainement, mais on n'arrive pas à le percevoir. Parce que les fréquences sont pas, on n'a pas une ouïe assez développée, donc ça on n'arrive pas à le percevoir. On se doute que oui, mais on ne sait pas vraiment, on ne peut pas le définir, non, tout à fait. Vous êtes dans Territoire dans la rubrique Métiers d'art. Je suis en compagnie de Carole Pontus. Bonjour Carole. Bonjour. Nous sommes dans votre boutique atelier Les Fées Mouvementées à Nîmes. Oui. Et vous allez nous préparer un bijou parce que c'est ça votre spécialité, les bijoux. Alors, vous travaillez sur quoi en ce moment? Alors je travaille avec de la côte de maille. Comme à la cuisine, vous prenez un peu de côte de maille que vous découpez gentiment. Un petit peu de cuir comme ceci et un petit peu de perles. Comment ça se trouve la côte de maille? Enfin, on en trouve où? Des magasins spécialisés à Paris, notamment. Moi, je les achète au mètre, mais après, vous pouvez en acheter en grosse bande
très large. J'ai eu un petit coup de cœur cette année pour cette matière-là, que je trouve très élégante, et notamment en cette période de l'année. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de l'utiliser. Alors on commence par quoi? On coupe, on découpe? Déjà, en fait, mon modèle, c'est moi, donc je commence par choisir un petit peu comment va tomber mon cuir, parce que l'idée, c'est de mélanger les deux matières premières. Le cuir et la cotte de maille. La cotte de maille, avec des perles pour finir la fin du bijou, vous voyez. Ensuite, ici, je vais venir pincer comme ceci. Et en fait, après, je vais venir ici repincer, remettre une autre pièce et je vais venir accrocher ma cotte de maille. Et je le rentre dedans l'anneau qui est là, je le fais ressortir. Et en fait, mon bijou, ça sera quelque chose qui ressemblera à ça. D'accord. Bon, là, on est en mode début de conception de bijoux. Alors là, je fais des trous avec mon emporte-pièce pour rentrer des rivets qui vont me permettre de fermer ma pièce. Donc là, ouais, j'ai plein de rivets. Vous arrivez à vous y retrouver là avec toutes ces petites boîtes? Ouais, ça va. Mais il y en a plein. Hein. Il y en a partout. Hein. Ouais. Mais alors ici, en général, c'est plutôt l'argent ou les matières qui ne s'oxydent pas trop. Alors, hop, mes petits rivets. Ici. Alors, je vais revenir faire un trou ici pour savoir à quel endroit il faut trouver. Tac. Alors, il faut un tout petit peu de dextérité, hein, mais quand on en a, c'est plutôt bien. Voilà. Tac. Ensuite, je viens ici. Je les positionne comme ceci. Alors l'idée, c'est que ça soit bien serré pour pas que la pièce, elle soit en mouvement, mais plutôt qu'elle soit fixe. Évidemment, vous pouvez pas trop comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est un petit peu plus compréhensible une fois que c'est fini. Voilà, et après, je vais faire pareil de l'autre côté. La première phase, c'était donc de venir accrocher la pièce qui est là. Ensuite, donc, je passe à la suivante. Je reprends mon emporte-pièce. Cette fois-ci, je vais venir l'accrocher ici. Voilà, tac. Je vais essayer de bien l'aplatir pour pas que mon rivet me pose problème. Alors, c'est bien parce que ça me fait penser à Maïté. Vous prenez un petit peu de système de rivet que vous aplatissez. Un coup de marteau pour bien l'aplatir. Voilà. Là, vous avez votre deuxième partie du bijou qui va se positionner comme ça. On va partir de là et on va couper la cotte de maille. Et à quel rythme vous faites les bijoux alors? Parce que c'est un atelier boutique, donc on voit tous les bijoux autour. Vous en faites tous les jours des bijoux? En moyenne, j'en fabrique tous les jours, mais j'ai des périodes où j'en fabrique beaucoup, des grosses quantités. Des périodes où je fais des pauses, je réfléchis, et des périodes où je m'y remets. Enfin, c'est un besoin après des fois de créer, on sent qu'on a les idées qui arrivent, là. Ça me prend la nuit, ça me réveille, je me dis « Ah, Eureka !» C'est vraiment ça. Mais jamais de dessin ni rien, c'est toujours tout dans la tête. Des fois, je crayonne, mais je sais pas dessiner. C'est tout le temps 24 heures sur 24, quoi. La nuit, le jour, on y pense, on crée perpétuellement. Et c'est un peu ça. Ouais, ça m'obsède un peu. Mais je pense que j'aurais pas ce magasin si j'étais pas obsédée. Carole Pontus, obsédée. Voilà, c'est ça. Carole Pontus déborde d'imagination, vous conseille et réalise des pièces uniques. Bijoux, accessoires en argent, laiton, pierre, perles, cuir, dentelle et passementerie. Un charme rétro et ultra féminin qui vous rendra à coup sûr très accro. L'effet mouvementé, rue de la Madeleine à Nîmes. Venez succomber.
parc, il a une vocation aussi pédagogique. Ouais, beaucoup de groupes scolaires. En fait, on a une vocation vraiment de sensibilisation. C'est-à-dire que la protection, c'est notre credo, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Et après, évidemment, si on n'inculque pas ça aux jeunes générations, si on n'explique pas un petit peu comment ça fonctionne, ça marchera pas. Donc la sensibilisation, c'est vraiment c'est un aspect du parc très important. Alors ça passe par des panneaux thématiques, ça passe par des balades guidées, ça passe par des rapports avec les scolaires très forts, puisqu'on a comme ça des groupes scolaires que l'on suit toute l'année. On se déplace dans les écoles, on va les recevoir ici ensuite. Et puis on essaie aussi de sensibiliser les visiteurs tous les jours, le plus souvent possible, en se baladant. C'est-à-dire que par exemple, voilà, moi dès que j'ai un petit peu de temps, si je dois compter telle espèce ou relever quelques bagues ou faire une opération dans le parc, on va essayer pas forcément d'y mêler le public, mais en tout cas d'expliquer ce qu'on fait. Ça nous paraît très important, ça permet vraiment d'expliquer aux gens pourquoi on protège, à quoi ça sert, et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux ensuite à leur niveau. Alors du coup, les flamants roses, elles font un seul enfant. Oui, c'est un seul œuf. Donc un œuf, un couple chaque saison, et chaque saison c'est renouvelé. Après évidemment tous n'arrivent pas à maturité, puisqu'il y a globalement entre 3 et 4 sur 10 qui survivent seulement. Et les pontes ont lieu au début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'avril, voire au mois de mai, avec des naissances qui arrivent fin mai, début juin, puisque la plupart des flamands globalement arrivent à voler à partir de la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et en Camargue, on embague, on propose des bagues comme celle-là, vous voyez, comme ça. On embague environ entre 600 et 800 chaque année. D'accord, alors FLDH, ça veut dire quelque chose de précis? Non, c'est le code, c'est-à-dire c'était l'année des F. D'accord. Voilà, donc FLDH, FLDG, etc. Donc voilà, il y a toute une suite comme ça. On bague les oiseaux, les flamands depuis les années 70. Et puis on a maintenant ce système de bagage qui est très intéressant parce qu'on peut voir les bagues assez facilement, donc on peut les relever facilement, ce qui permet à tout le monde de fournir comme ça les infos et ce qui nous permet nous de les suivre relativement facilement. Le répertorier. Oui, tout à fait, voilà. Donc on a les historiques de vie assez rapidement, c'est-à-dire que si j'envoie l'info ce matin, j'ai globalement dans l'après-midi l'historique de vie de l'oiseau et je vais savoir exactement où il a été durant toute sa vie. C'est vraiment des informations hyper importantes. Oui, tout à fait. On peut comme ça tracer aussi des suivis. Des itinéraires. Voilà, et c'est ce qui nous permet de dire vraiment ce sont des oiseaux qui sont totalement féodés au pourtour méditerranéen. Très bien, on va poursuivre la balade? Ouais, allons-y.